voudrais vous parler du sens de ces cabinets de consultants et en particulier de ces cabinets de consultants-là dont personne ne parle en ce moment. En gros, il y a 2 ans, survient un virus, une épidémie, un président de la République qui prend la mesure très tardivement de la situation et nous avons à ce moment-là une quinzaine de structures de santé publique, de veille sanitaire avec tout un bataillon d'experts, paraît-il une 60aine d'experts expérimentés sur ces questions de gestion de crise sanitaire. Tout ça est en place, c'est là, c'est prêt à agir comme d'habitude, j'ai envie de dire, puisqu'il y a déjà eu des crises sanitaires d'ampleur dans notre pays et il y en aura d'autres. Au moment où il s'agissait donc normalement de recourir à ces experts en santé publique, le gouvernement actuel a fait un tout autre choix. Il a fait le choix de faire appel à des cabinets de consultants pour toutes les décisions. Parce que l'idée générale était que les institutions de l'État, avec les experts, etc., allaient ralentir, compliquer les choses. Le savoir des scientifiques, ça allait être finalement pas efficace. En fait, on savait exactement ce qu'il fallait faire. Il fallait s'armer de consultants experts dans la transformation des sociétés. Et en particulier dans le leadership face aux impératifs du changement. Parce que si vous regardez le travail de McKinsey, allez voir sur le site, que fait McKinsey? Il accompagne les grandes institutions et les États dans la transformation. Il accompagne toute entité ayant un leadership dans la transformation. Et à quoi affaire ce type de consultants dans leur vision intellectuelle? À la résistance au changement. En face, c'est la résistance au changement. Par exemple, les employés des grandes entreprises ne veulent pas changer. Par exemple, les populations dans les pays refusent l'innovation, ne veulent pas changer leurs habitudes. L'enjeu, c'est obliger la société au changement, à l'innovation. Le problème, c'est que une grande société, une grande entreprise et surtout un grand pays avec une population, ce sont des millions de cerveaux qui refusent le changement, qui refusent la transformation, qui refusent l'innovation. Parce que les cerveaux, c'est la théorie des biais cognitifs, aiment l'ancien, détestent le nouveau, préfèrent avoir la confirmation de ce qu'ils croyaient avant, etc., etc. Le biais du statu quo. Il y a le biais de la stase et on est dans un monde de changement permanent et il faut donc transformer la société. C'est à cette constellation intellectuelle que le gouvernement français a donné clé en main la stratégie sanitaire pour faire face au virus, pour faire face ensuite à la vaccination. Et ces gens-là ont conduit la politique pendant 2 ans dans notre pays. C'est pas seulement une affaire d'argent, de détournement d'argent, de gabegie d'argent public. C'est financer par notre argent public la liquidation des services publics d'État, la liquidation du sens de l'État, parce que l'État et les gens qui sont dans l'État, ce sont des gens, c'est marqué dans le mot État, qui sont du côté de la stase, qui sont du côté de la permanence, qui sont du côté de la conservation du même. Dans le monde de McKinsey, dans le monde de la BVA Nudge Unit, ces gens sont des adversaires. Il s'agit d'entrer dans le dispositif d'État pour liquider le sens de l'État et pour conduire les populations à accepter le changement permanent, l'innovation, etc. Qu'est-ce que ça a donné concrètement? Eh ben, ça a donné que BVA, qui a constitué, vous pourrez aller regarder sur Internet, donc c'est Nudge Unit, unité de nudging, propose pas seulement de faire des sondages. Il s'agit pas seulement d'étudier l'opinion, de la manière dont se construisent les opinions majoritaires, etc. Il s'agit aussi pour BVA aujourd'hui de développer une ingénierie sociale, c'est-à-dire comment orienter les populations dans la bonne direction par des techniques d'incitation dites douces ou soft qui ne sont pas perçues. Alors vous savez qu'en droit, on peut pas enfermer les gens, hein, c'est impossible. On a quand même un droit, une constitution, ça peut pas marcher comme ça. Eh bien, par exemple, la BVA Nudge Unit a pondu le dispositif d'auto-attestation de sortie. Nous nous sommes auto-enfermés volontairement. Il n'y a eu aucune transgression d'aucun texte de loi de la part du gouvernement. Hein. Nous sommes auto-enfermés par un dispositif de nudging qui nous a poussé à penser, sans véritablement réfléchir, qu'il fallait rester enfermés. Et on a inscrit ça dans nos corps en remplissant nous-mêmes et en nous autorisant nous-mêmes à sortir et en nous surveillant nous-mêmes. Donc on a eu ce système d'autosurveillance qui s'est mis en place. Et ensuite, toute une série de dispositifs, les QR codes, le fait que ça devienne complètement naturel et mécanique de contrôler le statut sanitaire ou vaccinal de quelqu'un pour aller boire un verre, monter dans un TGV. Tout ça, les professionnels qui travaillent dans les grandes structures d'État, les gens qui ont le sens de la continuité de l'État, les gens qui ont le sens de la continuité de l'État de droit, personne n'aurait pu produire une chose pareille dans ces institutions-là. C'est venu d'un autre monde, du monde des sciences comportementales, du monde de l'idéologie des biais cognitifs, avec pour obsession la transformation de la société française sur 2 plans. Le premier, la
digitalisation de toutes nos activités, la numérisation de toutes nos activités fondamentales, à savoir se soigner, s'éduquer, commercer. Cédric O, ministre de la Transition numérique, a été au cœur de toutes les initiatives gouvernementales pendant 2 ans. Il a occupé un poste clé parce qu'il s'agissait, dans un contexte de crise, d'accélérer la mutation avec l'idée que la crise était le moment pour véritablement transformer la société et accomplir enfin jusqu'au bout ce virage numérique, cette digitalisation de nos activités. Le résultat est que le capitalisme numérique a fait des gains absolument faramineux et que, en revanche, l'économie réelle, le tissu industriel a été complètement désorganisé, en partie détruit par toutes ces décisions. Tout ça a été complètement détruit. En revanche, le capitalisme numérique, tout ce qui relève de la digitalisation de nos activités, c'est les fameux profits faramineux que vous avez vus de la pandémie. Donc, on est dans une explosion des profits. Alors, on a eu d'une part la digitalisation et d'autre part l'innovation plus généralement, c'est-à-dire transformer nos manières de vivre, par exemple installer cette vie sous QR code, ce tracing, ce contact tracing. On s'est auto-habitué à tous ces dispositifs et puis bien sûr, quelque chose de phare, l'innovation biomédicale, avec l'idée que dans la population, on allait avoir évidemment des phénomènes de résistance contre l'innovation biomédicale, contre des vaccins innovants, contre l'industrie pharmaceutique et qu'il fallait, par toute une technique d'ingénierie sociale, entraîner ces cerveaux nécessairement résistants à accepter ce changement. Cette manière de faire, elle a conduit de manière très douce, progressivement, à la fois à implémenter tous ces comportements sans que personne ne dise rien, sans que personne ne se révolte, tout le monde accompagnant la chose. Et puis en même temps, elle a progressivement produit de la violence, de la brutalisation de la société, des grands corps de l'État qui aujourd'hui s'estiment méprisés, brutalisés, un monde juridique qui aujourd'hui s'estime piétiné, une colère qui monte un peu partout dans le monde académique, les chercheurs, les scientifiques. Il y a une colère immense qui est montée petit à petit dans le pays un peu partout contre cette idéologie du consulting, de l'idée qu'on aurait une population en fait qui est inepte, qui est incapable de prendre les décisions, etc., etc., et qui n'hésite pas en fait à tout simplement annuler, suspendre, brutaliser des dispositifs inscrits dans la continuité de l'État depuis des décennies, parfois même des siècles d'histoire. On a là quelque chose d'extrêmement difficile à qualifier. Est-ce que c'est en train de s'installer insidieusement? Est-ce que l'État est en train d'être liquidé par l'esprit de McKinsey et de la BVA Nudge Unit, parce que pour moi c'est vraiment le même monde, ou est-ce que une espèce de prise de conscience est en train d'émerger? Il faut quand même comprendre que ça veut dire le chef de l'État et le gouvernement qu'il a nommé a préféré payer à prix d'or ses cabinets plutôt que les experts et les scientifiques spécialistes du domaine. Évidemment, les experts en santé publique ne sont pas tous d'accord entre eux. Une bonne partie d'entre eux commencent à reprendre le discours du nudging, des sciences comportementales. Mais une autre partie d'entre eux sont complètement hostiles à cette idéologie des biais cognitifs. Je peux vous renvoyer un livre, ça s'appelle Le biais comportementaliste. Pour montrer que les sciences comportementales ont un biais qui est le biais comportementaliste et il montre très bien comment les sciences comportementales, cette idéologie des biais cognitifs est en train de gagner une certaine partie du milieu académique ou du milieu pratique de la santé publique. Mais il y a toute une autre partie du milieu de ce champ de recherche et de ce champ d'action qui est absolument en désaccord avec les présupposés, les postulats des biais cognitifs. Et c'est ce qu'on explique dans notre livre, Santé publique année zéro. On a 50 ans d'histoire moderne, émancipatrice de la santé publique qui repose sur les postulats inverses, à savoir que les populations ont une capacité à être autonomes, ont une capacité à prendre en charge ce qui les concerne, que seuls les processus démocratiques permettent en fait d'être efficaces en santé en général et en santé publique en particulier.